Allez, aujourd'hui, on plonge au cœur du monde du travail en France pour décortiquer une institution, eh oui, essentielle, le Comité social et économique, le fameux CSE. Si ce sigle peut paraître un peu complexe, pas de panique, on va rendre tout ça limpide. Voilà notre feuille de route. On va commencer par la base. C'est quoi le CSE? Qui est dedans? Ensuite, on va attaquer le vif du sujet, ses pouvoirs, ses outils, pour à la fin bien saisir pourquoi il est si central dans le dialogue social français. C'est parti. Première étape donc. Qu'est-ce que c'est, au juste, ce CSE? Quelle est sa raison d'être dans une entreprise? Alors, pour faire simple, le CSE, c'est la seule et unique instance qui représente le personnel. L'idée, c'était vraiment de faire un grand ménage en fusionnant les anciennes instances, comme les délégués du personnel. Le but premier de tout ça, avoir un dialogue social qui soit clair, net et bien organisé. Et ce qui est assez frappant, c'est la simplicité du déclencheur. C'est purement mathématique. Dès qu'une boîte atteint 11 salariés, et ce pendant 12 mois d'affilée, eh bien l'obligation de créer un CSE tombe. C'est une règle claire, nette, sans aucune exception. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, voyons qui on trouve à l'intérieur. Qui sont les acteurs de ce dialogue? C'est vraiment la clé pour comprendre comment tout ça fonctionne. Le CSE y repose sur 3 piliers. On a donc une instance tripartite avec l'employeur, les salariés qui ont été élus et les représentants syndicaux. Mais attention, le graphique les montre en part égale, mais dans les faits, leur rôle et surtout leurs pouvoirs sont très très différents. Le rôle de l'employeur est assez particulier. Il ou elle préside le CSE, un peu comme un chef d'orchestre, mais son pouvoir de vote est quasi nul. Il ne vote pas sur les avis du comité, et ça, c'est une garantie fondamentale pour l'indépendance des élus. Ah là, on est au cœur du réacteur, la délégation du personnel. Ce sont eux, les salariés élus par leurs collègues, qui portent la voix de tous. C'est vraiment là que se situe le pouvoir de décision, le pouvoir de vote. On fait la différence entre les titulaires, qui ont cette voix délibérative, et les suppléants, qui sont là pour prendre le relais. Et enfin, le troisième acteur, les représentants syndicaux. Eux, ils ne sont pas élus, mais désignés par leur syndicat. Leur rôle, c'est d'apporter leur expertise, d'enrichir les discussions. Mais ils n'ont qu'une voix consultative. Autrement dit, ils participent, ils débattent, mais ils ne votent pas. Tout ça nous amène logiquement à la troisième section, et c'est peut-être la plus importante. Concrètement, que peut faire le CSE? Parce que ses pouvoirs ne sont pas du tout les mêmes partout. Ils changent radicalement selon la taille de l'entreprise. Le seuil de 50 salariés, c'est un vrai game changer. En dessous de 50, le CSE est avant tout un porte-parole. Mais au-dessus, là, il se transforme carrément en acteur stratégique. Il obtient la personnalité juridique. Ça veut dire quoi? En gros, il devient autonome. Il peut signer des contrats, agir en justice en son nom. C'est un changement majeur. Même dans les plus petites structures, c'est un pouvoir fondamental. Un seul élu peut lancer ce droit d'alerte. Et à partir de là, l'employeur est obligé par la loi de faire une enquête avec cet élu. C'est un outil de prévention des risques qui est vraiment très puissant. Dans les boîtes de plus de 50 salariés, la mission centrale, c'est la consultation. On a d'un côté les consultations récurrentes, qui sont comme un check-up annuel de la santé de l'entreprise, et de l'autre, les ponctuelles, qui sont déclenchées par un projet important. Le point crucial, c'est que l'avis du CSE doit être donné avant que l'employeur ne prenne sa décision finale. C'est un mécanisme préventif, pas curatif. Et l'attention, le temps est compté. La loi est très stricte là-dessus, le CSE a des délais précis pour donner son avis une fois qu'il a toutes les infos en main. S'il rate le coche, son silence est interprété comme un avis négatif. Et l'occasion de peser sur la décision est perdue. C'est aussi simple que ça. Autre mission phare dans les grandes entreprises, les fameuses ASC. Pensez aux chèques vacances, à la billetterie à prix réduit, à l'organisation d'événements sportifs. Le CSE gère un budget qui est 100% dédié à ces activités, avec un seul objectif, améliorer la qualité de vie de tout le monde au travail. Passons maintenant aux moyens, parce que c'est bien beau d'avoir des missions, mais pour les remplir, il faut des outils. Et pour le CSE, il y en a 2 qui sont vitaux, l'argent et l'expertise. Le CSE, en fait, il gère 2 portefeuilles complètement séparés. Le premier, le budget de fonctionnement, c'est pour payer ses propres frais, de la formation, des avocats. Le deuxième, le budget ASC. Celui-là, il est pour les salariés. Et ces 2 budgets sont hyper cloisonnés. On ne peut pas piocher dans l'un pour financer l'autre. Alors, comment ce budget est calculé? Eh bien, la loi fixe un plancher. Ce chiffre, 0,2%, c'est le pourcentage minimum de la masse salariale brute que l'entreprise doit verser. C'est ce qui assure au CSE une vraie autonomie financière pour bosser correctement, sans dépendre du bon vouloir de la direction. Parfois, un sujet est vraiment trop technique. Dans ce cas, le CSE n'est pas seul. Il peut voter pour faire appel à un expert extérieur, un comptable par exemple. Mais là encore, la procédure est un véritable balai chronométré. Il y a des délais stricts pour tout le monde, y compris pour l'employeur s'il veut contester la décision. La question qui tue, mais qui paye l'expert? La réponse est dans ce tableau, et en fait c'est assez logique. Pour les sujets où la direction est à l'origine d'un risque, comme un plan de licenciement,
c'est elle qui paye 100%. Pour les consultations sur la stratégie de l'entreprise, le coût est partagé. C'est une question de responsabilité tout simplement. On arrive au bout de cette analyse. Alors, après avoir vu tous ces détails, on peut se demander pourquoi, au fond, le CSE est-il si important dans le paysage social français? En fait, cette phrase résume tout. Le CSE, ce n'est pas juste une boîte à réclamation. C'est bien plus que ça. C'est une institution qui oblige à la discussion, qui impose de la transparence sur des décisions stratégiques qui impactent la vie des salariés. Au final, que ce soit pour discuter d'une réorganisation, vérifier la sécurité d'un poste ou simplement organiser les chèques-vacances, le CSE est partout. Son action a un impact direct, concret, sur la vie de tous les jours au travail. Et on va finir sur une question ouverte, une question pour l'avenir. Face à l'intelligence artificielle, au télétravail qui se généralise, aux défis écologiques, est-ce que ce type de dialogue structuré est notre meilleur atout pour que ces transformations profitent à tous? La question est posée, merci d'avoir suivi cette analyse.